Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là dans cette magnifique salle de la Cité des Sciences. Je ne vous vois pas trop, mais je vais aller voir de l'autre côté. C'est vraiment une salle magnifique. Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'une track IA et gouvernance sur un projet de chatbot RAG 100% souverain qu'on pourrait résumer en quelques mots à un truc du genre, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête du CTO pour une boîte qui est habituée à faire des solutions data et tech sur du cloud pas souverain, quand son client vient le voir et lui dire en fait je veux ça mais en souverain. Donc c'est une session que normalement je fais en 45 minutes, je vais la faire en 25, donc je vais essayer de bombarder. Il y aura des questions-réponses et puis je serai là après si vous souhaitez qu'on puisse en discuter. Alors rapidement, ça c'est moi, voilà, j'ai un de mes gars qui m'a réduit à un petit starter pack. Donc je suis architecte cloud et data depuis 17 ans. Je suis intervenu sur pas mal de sujets, DevOps, CloudOps, FinOps, DataOps. J'ai même mon nom dans un bouquin qui s'appelle Découvrir DevOps, que je vous conseille pas forcément, c'est pas le meilleur des bouquins, mais bon, j'aurais laissé une trace dans l'histoire avec ça. Je suis à la tête d'une société qui s'appelle Accure, qui est un cabinet de conseil slash ESN parisien. On est une trentaine, une quinzaine sur la partie data. On est très branché Databricks, on est pratiquement pure player, mais on fait aussi d'autres choses, comme par exemple ce sujet dont je viens parler aujourd'hui. Donc, je vais essayer de vous raconter cette expérience. Par moment, je vais peut-être prendre des raccourcis, vulgariser. C'est voulu, j'ai pas forcément le temps de rentrer dans les détails. L'idée, c'est de faire une session qui pousse un peu à la réflexion et de comprendre voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans notre tête quand on a fait ça. Et je tiens à dire que mes propos n'engagent que moi. Voilà. Alors, un premier slide, ça c'est notre client, que je remercie d'ailleurs de nous avoir autorisé à les citer. Donc, il s'appelle Ciel et Terre. C'est une boîte qui fait du solaire flottant. Donc, avant de les rencontrer, moi je ne connaissais pas. Ça sert à mettre des fermes de panneaux solaires sur des endroits qui sont de l'eau ou de la mer. Voilà, donc c'est une boîte créée en 2026, leader mondial du solaire flottant. Il y en a quelques-uns en France et il y en a beaucoup à l'étranger dans des endroits où il n'y a pas trop de place, genre au Japon, en Inde, etc. Donc Ciel et Terre est venu me trouver en me disant Antoine, on voudrait démarrer un projet, on voudrait faire un projet IA. Alors, le projet IA, comment vous dire moi, quand la demande est arrivée, j'ai pris un peu peur. J'ai dit, oulala, qu'est-ce qu'il raconte J'ai vu depuis 2023 un certain nombre de scénarios où le projet IA, c'était un truc hype qu'il fallait qu'on fasse. C'était un peu une case à cocher pour certains, pour d'autres, ce que j'appelle moi du CV-driven développement, c'est-à-dire, tiens, je vais pouvoir foutre ça sur mon CV, ça va être génial. Il y a un effet un peu FOMO, là, Fear of Missing Out, où les entreprises se disent si je ne fais pas un projet AI cette année et que je ne monte pas dans le train, je suis mort. Voilà. Donc, j'ai pris ça avec précaution et j'ai vérifié avec mon client qu'en face de sa demande, il y avait bien une stratégie business, une adhésion, éventuellement un ROI et que tout ça était conforme. Donc, on a validé ce truc-là avec eux. Leur use case étant, excusez-moi, leur use case étant un scénario qui m'a paru plutôt pas mal. Alors pourquoi je me méfie de tout ça? Alors je voulais parler je vous ai mis un petit graphique qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger. Donc ils sont là en bas à droite de l'écran. Voilà, ils sont plutôt beaux gosses. C'est deux psychologues américains qui ont écrit en 1999 que l'effet Dunning-Kruger, c'est le phénomène par lequel les personnes les moins compétentes dans une matière donnée surestiment le plus leurs compétences. Voilà. Donc ça fait une espèce de vague comme ça commence avec la montagne de la stupidité, vallée de l'humilité, plateau de la consolidation. Moi, mon sentiment avec tout ça, c'est que c'est quelque chose qui s'applique assez bien au domaine de l'IA, notamment GenAI, où en fait on va se retrouver avec des gens qui, armés d'un copilote, se sentent pousser des ailes et peuvent potentiellement se mettre à faire un peu n'importe quoi. Donc récemment, il y a des gens quelqu'un qui a vibe codé un prototype, il est allé voir des investisseurs, lever des fonds, il lève 150K, et puis après vient le moment où il faut industrialiser le prototype pour en faire une vraie solution. Et là, pas de chance, en fait, ça coûte plus que 150K. Donc en fait, le mec ferme sa boîte. Il y a ce genre de scénario. Je ne passe pas sur le React to Shell qui date de quelques jours, avec une petite dédicace à tous les vibe coders. Au-delà de ça, en entreprise, ça pose aussi 2-3 problèmes. Moi, j'ai eu un junior récemment
En fait, on a eu un incident de production, donc on est allé regarder ce qui s'est passé le lundi, et puis en creusant un petit peu, on se dit, mais dis-moi Valentine, ce morceau de code que tu as livré jeudi dernier, qui a passé les tests et qui allait nous faire péter l'appli ce week-end, et on est tous en war room aujourd'hui pour corriger, est-ce que tu peux m'expliquer? Donc là, grand silence de ma junior qui me regarde et qui dit, bah, en fait, je ne sais pas t'expliquer. Le morceau de code était tellement compliqué, c'est un bout de code PySpark. Je lui ai dit au passage que je trouvais que son niveau de PySpark avait vachement évolué. En fait, elle n'y comprenait rien. Elle a copié-collé un truc qui était sorti d'une IA, le truc est allé jusqu'en production, et ça a donné un lundi matin plutôt désagréable pour tout le monde. Voilà, donc sur le projet IA et sur l'effet de Dunning-Kruger, je me méfie des gens qui disent tiens, j'ai lu un article dans Forbes et je vais lancer un projet IA parce que sinon je suis pas bien. Voilà, donc c'est quelque chose sur lequel j'invite assez collectivement à nous interroger, le bien fondé de lancer une initiative IA, bien checker quels arguments sont derrière. Pour être sûr qu'on ne part pas dans un truc où c'est un petit peu n'importe quoi. Je reviens à un autre sujet. Alors, eux, leur use case, c'est un chatbot RAG, donc un Retrieval Augmented Generation. L'idée, c'est de faire une petite IA qui est en capacité d'aller farfouiller un ensemble de documents en pagaille. Donc, dans leur cas, il y avait 10 000 documents dans des repositories SharePoint on-premise, en français, en anglais, en chinois, tout un peu mélangé, des documents de veille, des documents projet, d'autres documents techniques liés à leur métier qui est de vendre des structures flottantes. Donc ce qu'ils voulaient, c'était une IA pour pouvoir crawler tout ça et interroger en mode question-réponse cette espèce de base de données sans qu'il y ait un bonhomme à la R&D qui fasse de l'archéologie dans SharePoint. Donc mode chatbot, LLM, moi j'appelle ça une human to text interface. Donc au lieu d'avoir des boutons et une souris et un clavier, bah, en fait on va directement parler à quelque chose qui nous parle un petit peu comme un humain. Compréhension de la question, reformulation de la question, vectoriser la question, reformuler, faire un proximity search, générer une réponse. Et tout ça dans un projet avec un ROI mesurable qui était pour du coup, aider les personnes du support et potentiellement ouvrir le truc aux différents clients pour qu'ils puissent avoir des réponses à 4 heures du matin s'ils sont à l'autre bout de la planète. Je vais aller assez rapidement là-dessus. Donc, un des composants essentiels de ce genre de projet, c'est ce qu'on appelle la base vectorielle, donc cette capacité à prendre de la data au sens large, donc ça peut être des fichiers, des images, enfin, ce qu'on veut, des PDF, d'utiliser une technologie d'embedding et de ranger ça dans une base vectorisée. Ce que ça permet de faire, c'est ce qu'on a dit avant, le proximity search. Donc, quand on va avoir une requête sur la base, aller faire une recherche de proximité, et puis on voit là-dessus, par exemple, voilà, le chien, le loup, le chat, ils ont été mis dans la même catégorie. Donc, si je pose une question là-dessus, globalement, le truc devrait s'en sortir et répondre. Donc nous, on voit ça de notre fenêtre. Donc, on a l'habitude de bosser sur des clouds non souverains, sur Azure, sur Amazon. On est très Databricks, on est partenaire Databricks et c'est une technologie qu'on regarde beaucoup. Et on se dit, en fait, facile, c'est génial, ça va aller vite. On va chiffrer le truc, je sais pas, 5 jours, 10 jours. On va mettre ça dans des volumes Unity, passer par le Delta Lake, spawner un endpoint, mettre en place un RAG, un serving model, etc., etc. Donc on revient un peu fleur au fusil en disant ok, c'est cool, on va le faire très très rapidement. Sauf que donc pour Ciel et Terre, quand on a montré ce truc-là, ils ont dit non mais les gars, vous n'avez rien compris, hors de question. En fait, nous on a une problématique de souveraineté, et c'est hors de question que la donnée circule. En fait, leur business model est tellement dépendant de leur propriété intellectuelle que la moindre fuite de données qui partirait vers la Chine ou l'Allemagne ou des concurrents assez sérieux qu'ils ont pourrait planter la boîte. Donc on a parlé un peu de ça. Donc là, j'ai fait une image qui a été générée par une IA d'ailleurs. On voit un employé de Samsung qui demande à ChatGPT, pour corriger un bug et résumer des notes de réunion, de faire des trucs pour lui. Alors ça a marché, hein. ChatGPT a donné des informations plutôt intéressantes sur les semi-conducteurs. Le problème, c'est que le ChatGPT a appris, ce qui signifie que les semaines qui ont suivi, quand on demandait
Et comment ils font Samsung pour fabriquer un semi-conducteur? ChatGPT disait pas de problème, j'ai la réponse, et répondait à tout le monde. Donc il y a eu des pertes chiffrées en centaines de milliers, c'est la communication officielle. Ils ont coupé l'accès aux IA en interne. Et on ne sait pas trop ce que sont devenus les employés, mais à mon avis, ça s'est assez mal passé pour eux. Voilà. Donc là, on parle d'IA. Il y a un sujet qui est un peu sous-jacent au cloud et aux hyperscalers. Donc si je reprends l'histoire du cloud, je vais aller un peu vite parce que tout le monde connaît ici, vous êtes tous un peu techos, je pense. Mais j'aime bien quand même cette phrase qui explique ce que c'est le cloud computing. Donc, né du concept de temps partagé au milieu du XXe siècle, qui permettait à plusieurs utilisateurs d'accéder aux ressources informatiques du mainframe. Voilà, j'aime bien cette définition. Et petit à petit, ça a donné naissance à nos cloud providers favoris, donc Amazon, Azure, Google, et une panoplie d'outils mis à disposition en IaaS, en FaaS, en CaaS, etc. L'idée de fond, c'est de dire laissez-nous faire toute la tuyauterie, achetez nos services et concentrez-vous sur votre core business. Voilà. Donc ça, c'est le business model du cloud provider et ils vivent, et bon, c'est un ancien Microsoft qui vous parle, mais je ne pense pas qu'il y en ait dans la salle, donc c'est OK. Le business model du cloud provider, c'est de la croissance, tout le temps de la croissance. Le pire cauchemar de ces gens-là, c'est quand c'est flat, voire que ça baisse. Donc pour ça, la stratégie un peu machiavélique des cloud providers, une des stratégies un peu machiavéliques, s'appelle le vendor lock-in. On va en parler rapidement. J'ai mis une image un peu rigolote, pour moi ça me fait un peu rire. Pour ceux qui n'ont pas la ref, alors le Nakatomi Plaza, c'est l'hôtel de Die Hard. Et donc on voit le directeur informatique un petit peu bloqué avec ses outils pour essayer de se sortir de là. Vendor lock-in, on peut parler de ça à partir du moment où on a une dépendance technologique au niveau des contrats ou des outils. Et auprès d'un seul fournisseur, et que le changement devient pénible, voire impossible. Voilà. Donc on parle de format de données propriétaires, d'intégration unidirectionnelle, de compétences liées au parcours de certification du fournisseur, etc. Ça pose pas mal de problèmes. Hein. Je vais en citer quelques-uns. Coût, flexibilité, innovation, portabilité. Et en fait, moi, quand je regarde la picture actuelle et les différents échanges de Donald et Ursula sur le tarif douanier, le machin, et je dis ok, pour l'instant, ils n'ont pas trop touché à tout ce qui était cloud, mais si demain il y en a un qui s'énerve, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc ça, c'est un truc dont les gens sont conscients et de plus en plus, on voit apparaître la notion de cloud souverain. Donc j'ai mis une image, pareil, hein, c'est un ancien prof de fac qui aimait bien cette analogie. Il disait ça a la couleur de la bière, ça a l'odeur de la bière, ça a le goût de la bière, mais c'est pas de la bière. Donc j'ai mis cette illustration, je trouvais ça drôle. En fait, on parle aujourd'hui de sovereign washing, donc de la même manière qu'on va avoir des boîtes qui nous parlent de greenwashing pour nous expliquer qu'elles sont très bien, très vertes, très vertueuses. On va avoir un certain nombre d'acteurs qui vont nous parler de cloud souverain, avec des définitions qui sont parfois un petit peu border, voire inexactes, voire c'est pas du tout ça en fait. Donc on voit apparaître un certain nombre d'acteurs dans ce domaine, dont les gros. Il y a Sense, où Google et Thales se sont mis ensemble pour faire un cloud souverain, bleu avec Capg, Orange, Microsoft, et AWS qui s'est dit, bah, nous on va faire différemment, on va faire une région souveraine. Il y a quand même quelques problèmes avec tout ça, notamment des histoires de Cloud Act, Patriot Act, où en fait, bah, quand ils sont confrontés, on se rend bien compte que si la législation américaine commence à demander un accès à la donnée et tout ça, ils sont quand même globalement censés répondre. Voilà. Et des demandes comme ça, il y en a un certain nombre, je crois que c'est plus de 4000 en 2025. Donc en fait, ça existe, sous couvert parfois de bonnes raisons. Ils vont vous dire c'est la sécurité nationale, c'est le terrorisme, c'est machin. Après, le jour où ça devient de l'espionnage industriel, je sais pas. Enfin, bon. Moi, je me questionne en tout cas un petit peu avec tout ça. J'illustre ça avec ce qui s'est passé en octobre sur AWS. Donc, je vais le faire très rapidement parce que vous pourrez aller creuser si ça vous intéresse. Donc, il y a eu une panne
sur les régions US 1, US 2, et ce qui est assez marrant, c'est que quand on a une panne sur la US 1 qui est non souveraine, on a eu en effet domino une panne sur la US 2 qui pour le coup est censée être la région souveraine. Donc on se rend compte que la souveraineté tient à peu de choses parce qu'en fait on est dépendant d'un truc qui lui-même est non souverain. Voilà. Une petite illustration. Je continue là-dedans, après promis j'arrête. Alors j'avais très envie de mettre une belle photo avec un avion. Je voulais faire un mini parallèle avec les kill switch qui sont installés dans les F-35, donc on parle quand même un petit peu de souveraineté aussi là. En fait, les plans de vol des avions sont envoyés à un serveur au Texas, et si jamais le plan de vol ne plaît pas trop au Pentagone, il peut décider de ne pas faire décoller les avions. Voilà, donc en voyant ça, je me suis dit, tiens, ça me fait penser à mes histoires de cloud et de souveraineté. Moi, je trouve ça assez flippant. C'est-à-dire qu'il y a un coupe-circuit sur les avions de chasse, est-ce qu'il y a des coupe-circuits sur d'autres choses? Je pense que c'est quand même quelque chose dont il faut s'inquiéter un petit peu. Voilà, enfin, je voulais amener un peu de réflexion autour de ça. Moi, je trouve ça flippant. Bon, revenons à nos moutons, parce qu'on est en train de déraper. Je me suis intéressé quand même à une définition de cloud souverain, et j'ai pris celle qui était proposée, alors ça date du 29 octobre 2025, donc c'est très récent, le Conseil national du logiciel libre, qui a tenté de faire une définition. L'initiative s'appelle Eurostack, si ça vous intéresse. Je vous invite à regarder parce qu'à mon avis, c'est plutôt intéressant. Donc, ils nous disent, ils parlent de sovereign washing et de clarification technique qui devient nécessaire. Ils disent de manière assez brutale qu'il faut mettre fin à l'hypocrisie organisée. Donc, les mots sont assez violents et ils déclinent ça en 4 grandes thématiques. Donc, une souveraineté dite technique, des services qui sont bâtis sur des standards ouverts, du monde open source, qui sont un rempart au vendor lock-in et qui permettent l'interopérabilité et réversibilité, ce qui me paraît plutôt pas mal. Une souveraineté opérationnelle, donc là on parle de la chaîne de services, les data centers, le personnel qui y accède, etc. Une souveraineté de données qui soit vérifiable et pas seulement contractuelle. Et une souveraineté économique. Alors là, on est plus sur la propriété intellectuelle, la R&D, les emplois créés, maintenus en Europe. Donc si vous cherchez une définition, je vous invite à regarder ce truc-là. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et je ne connaissais pas jusque-là, donc je suis allé voir. J'enchaîne sur une autre slide, là, sur la European Sovereign Tech Stack. Comment vous dire? Donc moi, je regarde qu'est-ce qu'on peut faire avec une stack européenne et open source. Personnellement, moi, en tant qu'architecte, je vois ça, j'ai peur. Je me dis, ah, mais en fait, je vais devoir mettre bout à bout 17 outils, produits et maintenus par des gens qui sont potentiellement différents. Enfin, ça me pose problème. Ça me fait penser un peu aux promesses du data mesh, là où on se dit ok, on va faire un data mesh, ça va être génial, puis en fait on construit un énorme château de cartes et on a des trucs qui nous pètent entre les mains à chaque étape. Enfin, ça tient pas. Voilà. Donc, moi, quand je vois ça, en fait, je me dis ça va pas, c'est trop compliqué. Il y a trop de trucs ensemble. Et on comprend assez bien, en fait, ceux qui ont fait le choix de tout rationaliser autour d'une seule stack, bien pensée, intégrée. Et je me suis posé la question, mais aujourd'hui, comment elles font ces grosses boîtes qui sont quand même basées sur des produits open source? Donc j'ai regardé, j'ai trouvé ce graphique qui est plutôt intéressant. Donc, il y en a un qui détonne, hein, c'est Databricks. Ils sont partis de produits open source, donc c'est des gens qui viennent du monde Apache, pour créer cette plateforme qui est basée sur Spark, mais pas que. Donc ils ont atteint une valorisation de 100 milliards, ce qui est une performance dans ce monde-là. Et je me suis dit, mais en fait, ce qu'ils font eux, ça m'intéresse. Et il y a quoi à l'intérieur, en fait? Donc mon idée, ma réflexion, ça a été de dire, je vais essayer de disséquer et de comprendre quels produits open source ils ont foutu bout à bout pour créer ça. En fait, si on regarde, il y a Spark, il y a Jupyter, il y a Delta, il y a MLflow, il y a Unity Catalog qui n'était pas open source mais qui l'est devenu. Alors la version est un peu foireuse, ce qu'ils ont mis en open source c'est compliqué, mais ça a le mérite d'exister. Il y a Airflow en orchestrateur, et puis DBT, Postgre à la marge derrière. Et je me suis dit, en fait, c'est probablement cette stratégie-là qu'il faut qu'on adopte. Je vais avancer parce que le temps presse.
Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu notre copie, et plutôt que de faire le schéma que j'ai montré tout à l'heure, on s'est dit, en fait, on va juste prendre ce dont on a besoin, on va les enchaîner et on va aller tout droit pour donner un résultat à notre client. Donc on est parti sur du storage S3 compatible, Airflow DBT en orchestration, database Postgre, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Je suis de très près ce que font les gens de Postgre. Pour moi, c'est devenu plus qu'une base de données, c'est pratiquement en train de devenir une data platform. Une user interface en Streamlit, et en accord avec le client, on est allé se poser sur un Mistral AI pour pouvoir faire du LLM. Et ensuite, il nous a fallu une maison. Et pour ça, on est allé chez Quentin Adam. Alors, j'ai cru qu'il avait un stand ici aujourd'hui, mais je me suis planté. En fait, il a un stand à la Défense au API Day. Je ne sais pas pourquoi vous faites les événements open source en même temps. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, voilà. Je vais peut-être me déplacer tout à l'heure à la Défense. Donc Quentin Adam, Clever Cloud, c'est un peu, on m'a dit qu'il ne fallait pas faire de pub, mais bon, vu que je suis allé chez lui pour lander mon application, j'en fais quand même un petit peu. C'est un mec qui est assez présent sur les sujets de souveraineté, il a un avis assez tranché sur le sujet. Depuis quelques années, il a rasé sa barbe, il a mis une cravate et il devient impliqué politiquement. On le voit sur des sujets européens de souveraineté, etc. Moi j'aime bien, il a une vision. Ça fait, comment dire, sur la partie DevOps par exemple, un deploy égale un commit, ça fait 12 ans qu'il dit ça. Voilà, et en fait il l'a fait sur sa plateforme et juste ça marche. Ça scale horizontalement, verticalement, il y a une observabilité par défaut, enfin il y a 2-3 trucs en fait qui sont très très bien pensés. Voilà, donc je pense qu'il gagne à être connu et on est allé chez eux, on est plutôt content et je tenais à le dire. Le bonus chez eux, c'est que voilà, tu as Kubernetes qui est aussi en train d'arriver, donc du Kubernetes managé dans leur truc. Je continue d'avancer. Donc ça nous amène à une architecture macro qui a cette tronche-là, qui est globalement assez simple. Donc on est chez Clever, il y a un engine Streamlit qui fait office de chatbot, tout ça discute avec Mistral, et l'admin peut avoir des statistiques d'utilisation. Et on a des routines d'intégration qui prennent depuis un SharePoint on-prem et qui intègrent dans une base vectorisée. Il va falloir que j'avance plus vite que ça, donc je vais me dépêcher. On a mis en place un peu de DataOps, donc il n'y a pas de MLOps à proprement parler là, parce qu'en fait on utilise le Mistral, donc ça n'a pas d'intérêt. En revanche, on a développé des boucles autour du user feedback. En fait, ce qui est important aujourd'hui, et j'ai mis des petites pièces d'or là pour montrer à quel point c'était un truc qui intéressait les gens qui faisaient du LLM. Quand vous mettez le petit pouce vers le haut ou le petit pouce vers le bas, en fait, c'est de cette manière-là que le LLM va potentiellement apprendre, voir où il fait bien, voir où il fait mal, apprendre et être réentraîné les fois d'après. Donc il y a eu une époque au tout début où il y avait des plateaux de bonhommes en Inde ou je sais pas où qui passaient leur temps à poser des questions et à mettre pouce vers le haut, pouce vers le bas pour faire des réentraînements successifs de modèles. Donc nous on l'a fait aussi dans ce cas-là. Les résultats ont été extrêmement bons. Ça permet en fait en quelque sorte de créer des sortes d'anti-sèches qu'on va pouvoir filer au modèle pour que derrière en fait ils se mettent à répondre parfaitement à certaines questions qui sont quand même un peu toujours les mêmes. Voilà. Finance, maintenabilité. Je vais être très rapide là-dessus. Globalement, c'était plutôt économique. On est sur un truc à moins de 200 € mois pour la totalité de la stack, plus les jetons tokens, enfin plus les tokens Mistral. Côté applicatif, il y a un petit peu de skills à avoir. Donc c'est Postgre, Python SQL, Docker, DBT, Airflow. Donc il y a un ticket d'entrée pour faire le projet. On a quand même sollicité un architecte qui était moi, un data eng, un data scientist. Pour moi, tout ça, ce n'est pas des compétences qui sont aujourd'hui introuvables. Un bon data eng doit être capable de maintenir ça en production. Je pense que c'est plutôt réaliste. Mais globalement, en fait, tout ce que je viens de citer repose sur le monde open source, donc je voudrais revenir encore dessus. Donc, je voulais faire une image marrante pour montrer à quel point, à certains moments, l'open source et les majors peuvent être en opposition. Donc, j'ai demandé à cette Gemini de me faire une image avec des combattants, un open source et un pas open source. Et en fait, il veut pas. Il me censure. Il me dit non, moi, je peux pas faire ça. C'est pas bien, c'est pas cool. Et au final, j'ai fini avec ça que j'ai intitulé les bisounours. Voilà, donc ces deux petits robots vachement gentils. En fait, on a l'impression qu'ils sont copains. Et ça m'a un peu fait réfléchir parce que j'ai l'impression que la réalité est un peu moins tendre que ça. Si on regarde en fait
des boîtes titanesques comme OpenAI, bah, en fait, au début, il y avait de l'open source. Et c'est devenu un mastodonte. Ça peut même être un peu politique. Quand le bonhomme de Databricks, Matei Zaharia, donne Unity Catalog au monde, en fait, le coût est calculé. Donc, quand Musk donne le plan des voitures électriques aux autres constructeurs, en gardant quand même 3-4 ans d'avance, le coût est aussi calculé. Voilà, juste une parenthèse là-dessus. Je voudrais vous montrer un truc, voilà, un FIR index. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Donc ça, c'est le FIR index autour de DBT. C'est le nombre de fois où les utilisateurs sont venus forquer la branche. Et là, on voit en octobre 2025, on approche du moment où il y a Fivetran et Coalesce qui commencent à s'intéresser de près à DBT et qui se disent bah, tiens, on va le racheter. Donc ça, quand il y a ça, la communauté open source, elle est en crise. Et en période de crise, voilà, les traders achètent de l'or, les potes achètent de la crypto et les data engineers fork DBT. Parce qu'ils se disent, en fait, sans ce truc-là, on va être vraiment dans la merde. Voilà. Très rapidement, et c'est pour un peu pour la fin du talk, j'ai récupéré 2 slides là sur un peu les pros and cons de je fais de l'open source, je fais pas de l'open source. J'imagine que vous entendez parler de ça depuis le début du salon. Ça synthétise un peu tout ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc ça c'est le partie open source, ça c'est la partie closed source. Qu'est-ce que je peux faire mieux? En revanche, un peu pour conclure, moi, j'ai pas vraiment d'avis fondamental sur la question. C'est un peu choose your poison. Voilà. Donc, je donne pas de ligne directrice dans ce sens-là. Le monde de l'open source, donc ça m'arrive d'y toucher, de jouer avec, et c'est quelque chose que j'apprécie. Le cloud source aussi, c'est une grosse partie de mon business aujourd'hui. C'est ça qu'on trouve chez les CAC 40 et compagnie. Donc, je ne crache pas dans la soupe, mais j'essaye juste de, comment dire, de faire ce genre d'intervention pour éveiller un peu les consciences et partager voilà, ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. J'invite quand même la plupart de mes clients souvent à essayer de peser un peu le pour et le contre de chaque décision. En fait, l'idée, c'est de dérisquer. C'est-à-dire, quitte à prendre un truc où tu es closed source, excusez-moi, c'est difficile à dire, autant de te baser sur une techno qui, elle, est open source. Comme ça, au moins, si demain, tu as besoin de partir et d'aller t'installer ailleurs, on-prem ou whatever, tu limites le degré d'emmerdement que tu vas t'infliger. Voilà. Donc ça, c'est des réflexions qu'on a avec les clients. Je suis en train de dépasser complètement le temps, j'ai 2 minutes de retard, puis vous avez probablement faim, donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura intéressé. Je suis dispo après s'il y a des questions, je crois qu'il y a une question, session-réponse. Merci. Bon, ben merci. Merci bien. Alors, voilà, quand même. OK. J'enlève ça? Oui, voilà. Non, c'est bon. Je sais pas comment. Non, c'est bon, c'est bon. Question-réponse. Voilà, là, c'est là. On va poser quand même des questions. Et celui qui a été apporté le mieux, c'est pas vraiment une question, mais plutôt une observation, donc on va aborder. Quand on parle de la faute de l'IA, c'est comme laisser un junior pousser en prod sans test suffisant, imaginez. Ouais. Quoi. On peut mettre en remise, on peut mettre en question les garde-fous en fait autour de cela. Déjà dans un contexte humain, disons, on peut faire des PR, on peut ajouter des garde-fous autour de certaines zones de production, là on peut toucher, là non. Qu'est-ce qu'il y a comme ça, mais pour un agent IA qui va agir de ses propres manières? Ok. Juste pour remettre un petit peu de contexte, c'est vrai que ce truc-là est passé et a été juste en production via une chaîne CI/CD, du test automatisé, et ça a passé le test et le truc y a été. Il n'y a pas eu de peer review sur ce morceau de code. On n'a pas aujourd'hui d'agents IA qui font ça. Moi, je me méfie pas mal du truc en fait où comment dire, l'IA ou le copilote, je le vois un petit peu comme un exosquelette pour un développeur ou un data engineer, c'est-à-dire que ça va juste décupler ses forces, mais qu'il a besoin de réellement savoir ce qu'il fait. C'est-à-dire, et quelque chose qu'il faisait avant de manière correcte, il va être capable de le faire maintenant de manière encore plus rapide. Mis entre les mains de gens qui sont trop juniors, on peut faire des sorties de route. Donc là, c'est ce qui nous est arrivé. Effectivement, on pourrait imaginer de mettre un agent IA pour aller vérifier ce que le bonhomme a fait à partir d'un copilote qui lui-même est une IA.
je commence à trouver que ça fait beaucoup d'IA. Et moi, ma remarque avec ma junior, ça a été de lui dire, écoute, aide-toi un peu de l'IA si tu as besoin, mais utilise quand même principalement ton cerveau. C'est ça que j'attends de toi, quoi. Voilà. Très bien. Bon, allez, je pense que la phrase 2025, c'est ça commence à être beaucoup d'IA. Voilà. Donc, merci. Merci pour ça. Merci pour cette intervention. C'est extrêmement intéressant.